Pronostiquer pour échouer. C'est ce qu'on pourrait dire de notre invité d'aujourd'hui. Parce que quand on regarde son parcours, qu'on voit qu'il vient d'une famille extrêmement pauvre dans un petit village à l'ouest du Cameroun et qu'il a grandi dans un univers dans lequel il devait dès le très jeune âge se battre pour avoir du pain et que manger n'était pas quelque chose d'acquis chez eux, on peut considérer qu'il vit une histoire merveilleuse quand on considère qu'aujourd'hui il est établi aux États-Unis et il y gagne pas mal d'argent au travers de ses entreprises. Et aujourd'hui, j'ai voulu qu'on aille à la rencontre de Raphaël Diné pour comprendre le pourquoi du comment de sa réussite. Comment il a fait pour qu'en 18 ans à peine, il soit à la tête aujourd'hui de plusieurs entreprises prolifiques en Amérique du Nord. Il va nous parler de son parcours, de ses difficultés, des rencontres fondamentales qu'il a faites, mais aussi des grandes leçons qu'il a apprises et qui, j'en suis sûr, vont t'impacter si tu l'écoutes jusqu'à la fin. Aujourd'hui, il revient en Afrique pour faire aussi du business sur place, mais surtout give back, contribuer à changer les choses sur le continent. Et je pense que c'est une interview dans laquelle on va énormément apprendre de quelqu'un qui est parti de pas grand-chose dans la vie et qui aujourd'hui a fait un bout de chemin qui nous enseigne tous sur les véritables leçons que l'on doit apprendre et tirer de l'enrichissement. Accrochez-vous donc, prenez votre café, votre thé, asseyez-vous parce que ça va être très très intéressant ce qu'on va suivre tout de suite. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon et si je te parle de business, de mindset, de gestion des finances, parce que c'est grâce à tout ça qu'on va développer notre communauté. Donc si tu es nouveau ici ou si tu me découvres avec cette vidéo, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être informé de l'apparition de chacune de nos vidéos qui, comme celle-ci, va t'apporter du très bon contenu. Investir au pays est le premier canal de formation et d'information en francophonie dans le monde pour ceux-là qui veulent contribuer à faire bouger les choses sur le continent africain. Et puis aujourd'hui, je suis très heureux de faire cette vidéo parce qu'on va aller à la rencontre d'un entrepreneur à succès qui va s'ouvrir et se livrer à nous pour nous partager des pépites entrepreneuriales. Et puis vous le savez déjà tous les amis, si vous êtes en Côte d'Ivoire, si vous arrivez prochainement à Abidjan, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui s'affiche. On a pour vous des véhicules qu'on met à votre disposition pour vous permettre d'avoir un séjour sécurisé à Abidjan, pick-up, SUV, berline. Contactez le numéro qui s'affiche et on se fera un plaisir de vous permettre d'avoir un séjour sécurisé. Et puis depuis peu d'ailleurs, vous le savez aussi, on a des appartements qu'on met à votre disposition. Tout ça est disponible dans la barre de description. Dans tous les cas, accrochez-vous parce que ce qui arrive est juste très très lourd. C'est parti. Bonjour Raphaël. Salut Philippe. Merci beaucoup d'avoir accepté de te prêter à l'exercice de l'interview et de profiter de ton séjour à Paris pour qu'on se rencontre. Est-ce que tu veux bien juste te présenter déjà pour les gens qui ne te connaissent pas du tout? Oh, merci. Déjà, je suis Raphaël Diné, ton serviteur. Ok, d'accord, c'est très original. Mais Raphaël, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis entrepreneur, je suis développeur, donc je suis beaucoup plus dans l'immobilier, transport et puis leadership, donc formation, entrepreneuriat, leadership et développement personnel. Tu fais ça où? Je suis basé à Dallas. Dallas, aux États-Unis. Qu'est-ce que tu appelles développeur? Ça veut dire quoi? Développeurs, ce que nous faisons, c'est que nous achetons les sites, les grandes portions de sites, et puis construisons des maisons et pour le vendre. En fait, c'est ce qu'on appelle ici, chez nous, la promotion immobilière en fait. Oui. Tu es un promoteur immobilier, tu achètes des terrains, tu construis dessus. Ça marche aux États-Unis, ça? Tout le monde a des maisons là-bas, non? Oui, ça marche très bien. Déjà on encourage aussi, même les gens qui sont en Afrique et partout dans le monde, de participer au marché américain. Surtout comme c'est un marché qui est facile à pénétrer. Beaucoup ne le savent pas. Tu peux avoir une maison et payer en long terme. Tu n'as pas besoin d'acheter cash. Donc, c'est mon domaine. Et comment tu arrives là-dedans? Aujourd'hui, est-ce que c'est ta principale activité? Oui, je dirais que c'est ma principale activité. C'est un peu au-dessus du transport. J'ai commencé par le transport et bon. Quel type de transport? Le transport des fret, oui. Des fret dans tous les 48 États. Ah, donc à l'intérieur des États-Unis? À l'intérieur des États-Unis. Oui. D'accord, donc un peu quoi? C'est-à-dire UPS, c'est-à-dire quoi? Tu transfères la marchandise d'une entreprise d'un point A à un point B, c'est ça? Oui, d'un État à un autre État. Oui. D'accord. Donc, avec les
18-wheeler, les gros semi-remorques. D'accord. Donc toi, tu possédais les camions ou tu faisais du... C'est-à-dire, tu gagnes les marchés et tu vas trouver des gens qui ont des camions et ils transportent. Qu'est-ce que toi tu fais? Je faisais les deux, j'étais à la fois broker et puis Oui. agent. Donc j'avais des propres camions et puis je travaillais aussi avec, dans un network des propriétaires des camions où je travaillais dans mon brokerage. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Je suis à environ 18 ans maintenant. Oh, quand même. Ouais. 18 ans que tu 18 fais ans. Oui. ce travail-là. Oui. Est-ce que ça rémunère bien? Philippe, quand tu penses à ces vêtements, ça doit partir d'un point à l'autre. Tout ce qu'on a, tout ce qu'on possède doit partir d'un point à un autre. Donc, je pense que c'est un domaine très, très, très lucratif. Très, très lucratif. D'accord. Et donc tu as fait tes armes là-dedans et avec les gains que tu as obtenus là-dedans, tu t'es diversifié dans l'immobilier. Dans l'immobilier, oui. D'accord, ok. Non mais c'est intéressant parce que c'est important de comprendre qui tu es déjà, ce que tu fais aujourd'hui, pour aller ensuite vers... en termes de chiffres, je sais que les Américains sont très fouillis sur les chiffres. Est-ce qu'on peut avoir une idée de combien tes entreprises pèsent aujourd'hui? Tu utilises l'unité de mesure que tu veux. Aujourd'hui, je peux dire qu'on est, portfolio complet, on est en train d'accumuler 75 millions de dollars. 75 millions de dollars. Oui, chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires de quoi? De l'ensemble de ton... Non, dans l'immobilier seulement. Dans l'immobilier seulement. Oui, dans l'immobilier. 75 millions. En combien d'années? On parle de presque 18 ans. Donc, tu as lancé l'immobilier depuis longtemps aussi? Oui. On a commencé par le système de acheter les maisons, revendre, construire, garder et jusqu'au niveau où nous sommes maintenant les développeurs. Donc, on prend des grands sites de 50 hectares, 100 hectares, 500 hectares et puis on découpe en petits morceaux et on revend à crédit. À des citoyens américains ou pas? Oui. D'accord, ok. Et quand tu dis 75 millions de dollars, uniquement dans l'immobilier, cet argent-là, ça veut dire que tu vends à peu près combien de maisons parcelles par an, pour savoir à peu près quel est le coût d'une maison chez toi? L'année dernière, en 2022, on a fait, je peux dire, près de 275 maisons par là. Oh oui, quand même. Oui, 275 maisons. Cette année, entre les terrains et les maisons, nous sommes en train de projeter un peu plus de 500 maisons cette année. Toujours dans le même état? Oui, juste au Texas. C'est vrai que c'est très grand. Je crois que c'est l'état le plus grand ou l'un des plus grands des États-Unis, non? Oui. Et surtout que le marché du Texas est devenu vraiment le marché numéro 1 dans les États-Unis, là où quand vous achetez un bien immobilier, la valeur grimpe tellement. Très rapidement. D'accord. Et comment un Africain fait pour arriver aux États-Unis et s'imposer dans ce domaine? Est-ce que tu es venu aux États-Unis pour faire ça? Non, je suis venu aux États-Unis en tant que judoka professionnel et tout est parti de là. J'ai rencontré John quand j'ai commencé par le transport. J'ai rencontré John de la John C. Maxwell à l'église un dimanche. Il m'avait tellement impressionné parce que quelqu'un qui est venu, il est monté, il a prêché sans ouvrir la Bible et donné beaucoup de versets bibliques. Mais tout ce qu'il disait, ça s'approchait avec moi. Le thème du message de ce jour, c'était que tu peux manifester qui tu es. Et puis, les sous-titres, c'est que ta couleur ne détermine pas ton futur, ton éducation ne détermine pas ton futur. Ton éducation, ton niveau d'éducation. Niveau d'éducation, oui. Et puis aussi, les ressources présentes ne pourront pas déterminer ton futur. Et le point, c'était que tu dois manifester, tu dois devenir la personne qui peut manifester ce que tu veux et à tout moment. Sans tenir compte de ce qui peut te sembler être des barrières présentes. Exactement. Et pourquoi ce message t'a parlé? Parce que déjà, je n'avais pas d'éducation, je n'avais pas des parents ministres ou riches. Et j'étais noir, et je vivais à Swanee. Swanee était une ville des Blancs. Donc je croyais que j'étais minoritaire, comme on dit, et je n'avais pas, qu'il n'y avait pas d'espoir d'être quelque chose. Donc ce message directement m'a touché et m'a accroché. J'ai dit, mais attends, tiens, je n'ai jamais entendu quelque chose de ce genre. Et à partir de ce moment, je lui ai demandé après le message, mais pasteur, qu'est-ce que je peux faire? Il m'a donné un livre, Les 15 lois de la croissance. Il a dit, va lire ce livre. Les 15 lois de la croissance. Oui. Et à partir de là? Oui, à partir de là, après avoir lu le livre, j'étais
bouleversé. Je n'avais jamais pensé qu'il faut être intentionnel dans la vie. Je croyais que la vie, bon, c'est comme cela. Tu te réveilles et puis ça se passe comme ça doit se Tu passer. subis les choses. Oui, oui, tu subis. Donc, à partir de là, et directement, j'ai commencé à avoir l'appétit de grandir, de connaître plus et d'être une valeur pour la société. Donc, avec ma société de transport, je suis parti à un camion où j'étais le chauffeur, où je m'étais tapé un boulot. Et j'ai commencé à penser, il faut que je trouve quelqu'un pour conduire et mettre plus de camions sur la route. Et donc, j'ai commencé à appliquer exactement ce qu'il enseignait. Et bon, voilà, ils sont partis d'un camion à plus de 200 camions. Plus de 200 camions. Oui, plus de 200 camions dans notre network. En appliquant le même procédé, en appliquant le même principe. Juste la même chose. Ouais. Intéressant. Devenir plus pour eux autres, pour faire face aux challenges qu'on a devant nous. Très intéressant. Et tout ça, c'était toujours à Dallas, au Texas ou tu... Oui, j'étais à Atlanta. En ce moment, j'étais à Atlanta, dans l'état de la Géorgie. Donc, nous sommes partis de Atlanta. Après, je fais presque 13 ans à Atlanta. Et puis, on a déménagé pour le Texas. Parce qu'on avait beaucoup plus de business au Texas. Parce que le Texas, c'est stratégique pour tous les États-Unis. C'est au centre. Tu peux arriver n'importe où. À 1000 miles presque. Alors qu'à Atlanta, on était de l'autre bout du pays. Il fallait faire 2000, 3000 pour arriver de l'autre côté. D'accord. On va revenir un peu sur ton expérience aux États-Unis parce que je pense qu'elle est très intéressante. On sait tous qu'en Amérique du Nord, il y a beaucoup de business et beaucoup d'argent, mais malheureusement, la diaspora n'en profite pas beaucoup. Peut-être parce que parfois, comme je dis, quand les gens sont diplômés, ils pensent qu'ils ne peuvent travailler que dans les entreprises. Alors que cette éducation peut leur permettre au contraire de créer davantage de richesse. Mais toi, tout à l'heure, tu as dit que tu n'avais pas d'éducation. Ça veut dire quoi? Tout le monde est allé à l'école. Non, malheureusement, ou je ne sais pas si heureusement pour moi, c'était Philippe, à l'âge de. Quand je suis arrivé en 6e, déjà j'ai échoué le concours d'entrée au lycée. En cette année, le CS de Bafon, le CS de Bafon nous a rappelé parce que je vais aller au collège de Bellevue, quelque part. Alors, il y a ceux qui ne sont pas intelligents. Donc, on nous a repêché au CS, mais directement, je n'étais pas trop intéressé à l'école parce que je vendais des vieilles bouteilles et de l'aluminium et je faisais beaucoup d'argent. Dès le coût moyen 2. Oui, dès le coût moyen 2. Il fallait Tu faisais déjà du commerce. Oui, je vendais. Pourquoi? Normalement, à cet âge, les enfants vont à l'école. Je ne sais pas. Chez nous, on était tellement pauvres, puisque mon papa, après la crise économique, il est allé au village. Et puis directement, maman ne pouvait pas joindre tous les deux bouts. La situation était tellement difficile qu'on ne savait pas quand est-ce qu'on aura notre prochain repas. Ça veut dire on se lève le matin, on mange, lundi matin, peut-être on ne savait pas si on allait manger mardi, mercredi ou jeudi. Et directement, il fallait que je sois une valeur pour les voisins, peut-être aller balayer la cour d'un voisin en espérant que je pourrais avoir un bout de pain ou une boule de pain. Très petit déjà, tu as commencé à te débrouiller. Oui, puis il fallait subir, il fallait manger. Il fallait manger. Donc, il fallait directement que je sois une valeur pour n'importe qui que je pouvais croiser, pour espérer avoir quelque chose à manger. Wow. Tu viens d'une famille de combien d'enfants? Nous sommes 9. Nous sommes 9. Et tu as quelle position? Je suis le 3e garçon. 9 enfants. Ouais. Donc, tu as 2 aînés et ouais. 6 petits. Ouais, 6 petits. Nous sommes 3 garçons et 6. Ah, le reste c'est des filles. Oh, oui. D'accord. Ok. Et donc voilà le cadre dans lequel tu grandis, une famille très pauvre. Oh, très, très. Et quand on grandit dans une famille extrêmement pauvre comme ça, malheureusement, on a très peu d'opportunités dans la vie. Comment tu te retrouves aux États-Unis? Étant déjà du fait que je ne suis pas allé à l'école, donc j'étais au quartier et je n'avais vraiment rien à faire. Il y a Maître King qui m'avait interpellé un jour parce que quand il était rentré la France, je lavais sa voiture. Parce que j'étais au quartier, je ne faisais rien. Toujours à Bafran? Non, là on était à Yaoundé. À un moment, mon beau m'a dit non, il faut que tu viennes pour être ici avec moi. Donc j'étais en baladeur, je passais. Tu appelles ton beau-frère? Oui, Siam George. Un mari, l'un des maris d'une de tes sœurs? Oui. D'accord, il t'a appelé pour venir. Oui, il m'a appelé, il a dit bon, viens, toi tu viens rester ici. Je crois que j'avais peut-être 14 ans. Maître King,
qui est le président de la Fédération camerounaise de judo aujourd'hui. Il y avait une belle Peugeot, il rentrait fraîchement à la France, donc j'aimais laver sa voiture. Et puis il m'a dit, mais attends, tu es toujours à la maison, viens au club, viens passer le temps au club. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à passer la journée à apprendre le judo. Je pense que c'est la seule école, la première école que j'ai vraiment vécu. Il m'a appris à surmonter des challenges, à se développer et à avoir la confiance en soi. Donc de là, nous sommes allés à l'équipe, on avait presque la première position au Cameroun. Nous sommes allés faire une compétition à Dallas. Et ah oui, grâce au judo. Grâce au judo. Donc c'est de là que je me suis installé aux États-Unis. Mais du coup, clandestinement ou légalement au début? Je pense que je suis resté à cause du judo. Parce que Georgia State nous a donné beaucoup d'avantages. On était sollicité pour entrer dans l'armée américaine. Il y avait tellement d'opportunités parce que c'était des athlètes. Et c'est comme ça que finalement tu te retrouves aux États-Unis et tu restes. Oui, je suis resté. Bon, comme il fallait que je mange, donc je me suis lancé dans le transport, le déménagement. Tout ce que j'avais, c'était juste les muscles. La force physique. Oui, la force physique. Je me suis lancé avec un camion et après nous sommes allés plusieurs camions. Wow. Suite à la rencontre avec John Maxwell. Oui. Et aujourd'hui, tu as une boîte qui fait du transport toujours, si j'ai bien compris. Oui, nous sommes toujours dans le transport. Et en parallèle de cette boîte dans le transport, tu t'es lancé maintenant dans plutôt dans l'immobilier. Oui. D'accord. Quand tu regardes de manière rétrospective ta vie, qu'est-ce qui a fait la différence pour que quelqu'un qui est parti de la pauvreté absolue en Afrique, aujourd'hui soit considéré comme un modèle de succès aux États-Unis? Je pense que à la base, déjà, je pense que je n'étais pas trop programmé pour croire à ce qu'on dit de moi. Tu étais programmé pour échouer en fait. Comme on dit souvent. Tu as déjoué les pronostics? Oui, et je crois que je n'étais pas. Oui, c'est ça. Et puis, je n'étais pas programmé pour penser que je suis une valeur alors que je n'étais pas une valeur. En judo, Maître King nous a enseigné que tu vois, chaque technique, il fallait apprendre. Donc, j'avais déjà cette mentalité qu'il faut aller apprendre. Il faut apprendre quelque chose que tu peux pratiquer et non apprendre pour avoir l'information. Je pense que c'était déjà parce que quand je suis arrivé aux États-Unis, quand mes amis allaient travailler pour les grandes chaînes, je suis allé plutôt faire l'apprentissage chez quelqu'un qui faisait le transport. Ça m'a pris 3 mois d'apprendre comment ce qu'il faisait et puis directement j'ai expliqué, c'était parti. Donc je pense que ça c'était le premier avantage et puis le deuxième c'est la rencontre avec John. John a dit, ta couleur ne détermine pas ton futur. Ton niveau intellectuel ne détermine pas ton futur. Ton éducation. Oui, ton éducation. Parce que c'est l'information que tu as aujourd'hui, c'est pas ça que tu auras besoin demain. Parce que le monde change. Et il a dit non. Celui qui gagne, c'est pas celui qui est trop intelligent ou celui qui a beaucoup de ressources, mais celui qui a la capacité de s'adapter. Et pour s'adapter, il faut avoir la capacité, il faut avoir un système d'éducation continue selon l'environnement ou ce qui se passe, comme ce qu'on a vécu 3 ans en arrière avec le Covid. Beaucoup, même des grands milliardaires, ils sont tombés parce qu'ils ne pouvaient pas s'adapter. Alors beaucoup ont aussi émergé. Donc, depuis le bas âge, j'ai commencé à recevoir cela de job et puis je me suis dit, mais attends, voici quelqu'un qui est prêt à m'aider, il est prêt à me donner des valeurs ou bien me montrer comment me développer pour être une valeur pour la société. Donc à partir de là, je me suis accroché à John, il m'a coaché, il m'a enseigné le leadership, le développement personnel. Nous sommes en train de parler d'une affaire de 18 ans, donc chaque jour je me suis accroché, je suis devenu la meilleure version de moi-même et j'ai continué à pratiquer le fait que chaque matin je vais être une valeur pour mon prochain. Tu embauches combien de personnes aujourd'hui dans ton entreprise? Aujourd'hui, avec l'expansion en Afrique, nous sommes en train on est en train de s'approcher à 2700. 2700 personnes qui travaillent la fin du sur mois. Notre network, ça veut dire nos contracteurs, les employés de nos contracteurs. Ok, donc toute la chaîne. Toute la chaîne. Non, l'emploi direct, ce que tu rémunères. Ce que je rémunère, waouh. À peu près.
à peu près, nous sommes à peu près de, je veux dire dans les 350 350 personnes. Non, tu vas comprendre quand je pose la question. Dans les 350 personnes, tu as des gens qui sont très qualifiés, très diplômés dedans? On a moins de personnes diplômées, Ok, mais on a des gens qui sont distincts. ok. Parce que ce qu'on cherche, c'est pas trop le diplôme. Même dans nos entreprises au Cameroun, c'est pas le diplôme. Parce que le test, on ne regarde pas le diplôme. Tu viens, on te met dans des tests sur le travail et on évalue après 3 mois. D'ailleurs, c'est après 3 mois qu'on te recule. Tu nous montres ce que tu as dit que tu peux faire. C'est... Ok, je te dis ça parce qu'en fait, je voulais plutôt terminer sur un autre point qui est assez surprenant. Comment justifies-tu que toi qui n'as pas d'éducation académique classique, tu aies pu avoir un succès financier là où des personnes qui ont beaucoup plus d'éducation que toi n'y sont pas parvenues? Moi, j'ai beaucoup de camarades aux États-Unis qui ont fait Georgia Tech, qui ont fait le MIT, qui ont fait les plus prestigieuses écoles américaines, même Polytechnique en France, qui vivent aux États-Unis et qui n'ont pas la moitié du quart, du tiers du succès financier que tu as. Et pourtant, ils veulent l'avoir. Qu'est-ce qui fait la différence entre toi qui finalement... Donc, c'est vrai que tu as déjoué les pronostics, mais au final, quand on regarde bien l'histoire des grandes fortunes dans le monde, c'est souvent des gens qui ont déjoué les pronostics. C'était des gens qu'on n'attendait pas là. Et du coup, j'ai envie de savoir, qu'est-ce que vous avez, vous, qui fait que vous parvenez à obtenir des résultats que les gens de qui on pouvait attendre ce genre de choses n'ont pas? Philippe, je pense que la première chose, c'est quoi? C'est quand tu penses que tu te connais, c'est dangereux. Quand tu penses que tu es déjà calé, comme on dit, ça devient dangereux. Ceux qui ont l'éducation traditionnelle, comme on dit, c'est très très bien. Mais la plupart du temps, ils se soumettent à un patron. Alors que nous, comme on sait qu'on est faible, et on a besoin de ceux qui sont forts, on capitalise la connaissance de ceux qui sont forts, et beaucoup de ceux qui ont cette éducation nous servent. Donc nous, on remplace le système colonial. Je ne pense pas que l'approche peut être différente. Vous pouvez être un docteur, mais au lieu d'aller travailler dans un hôpital, vous souffrez de l'hôpital. Vous aurez beaucoup plus l'avantage que celui qui n'est pas médecin comme moi. La plupart, j'ai des amis qui ont des hôpitaux, ils ne savent même pas comment on peut faire injecter une piqûre. Mais ils emploient beaucoup de médecins pour travailler dans l'hôpital. Donc, je pense que c'est l'approche qui est souvent erronée. Si tu es enseignant, tu peux avoir les écoles. Tu vois, ça change directement tout. Au lieu d'avoir un seul patron qui te donne un salaire, maintenant tu sers une grande masse tu utilises d'autres approches, tu sers une grande masse et puis directement tu reçois la paie de 1000 personnes ou 2000. Toi, tu décides. Tu peux servir 1 million. Je pense que c'est juste l'approche. L'approche qui fait changer les résultats à la fin. Oui. Tout à l'heure, tu as dit que la rencontre qui a été vraiment déterminante dans ta vie, c'était celle avec John Maxwell. John Maxwell, c'est un auteur prolifique en leadership. Il est chrétien. Effectivement, voilà, je pense que tous ceux qui s'intéressent un peu au business, au management, ont déjà entendu parler au moins de John Maxwell. Et toi, tu as pu être coaché par lui en direct. S'il fallait que tu partages avec nous 2-3 lois qui tu penses sont vraiment les piliers du succès, ce seraient lesquelles? La première loi sera la loi de l'intentionnalité. La loi de l'intentionnalité. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Est-ce que tu sais ce que tu veux? Quel genre de finances tu veux? Ton état de santé. Quelle santé tu aimerais avoir? Où est-ce que tu aimerais vivre? Qu'est-ce que tu veux faire avec ta vie? Qu'est-ce que tu veux? Parce que je pense qu'aujourd'hui, dans la vie, beaucoup de gens n'ont pas de destination. C'est un peu comme si on était tous à l'aéroport et beaucoup n'ont pas de ticket de destination. Ils sont là, mais ils ne savent pas quel vol prendre. Oui, quel vol prendre. Et directement, ils réagissent. Donc, dans la vie, la première chose que chacun doit faire, c'est se demander, ok, qu'est-ce que je veux manifester dans 20 ans? Qu'est-ce que je veux manifester dans 30 ans? Que ce soit les groupes religieux qui sont vraiment résistants aujourd'hui ou bien les entreprises, ce sont ceux qui ont les visions à long terme. L'Église catholique a la vision de 200 ans. Il ne fonctionne pas avec moins de 200 ans. Donc, et c'est ça l'intentionnalité, la loi de l'intentionnalité.
je pense que chacun doit être Intentionnel par rapport à sa vie. par rapport à tous les domaines de la vie. Pourquoi quelqu'un est dans ta vie? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Comment est-ce que tu utilises ton temps? On doit utiliser le temps, la journée avant de la consommer, la semaine, l'année. Donc, quand on n'est pas intentionnel, on réagit. Et directement, on ne peut pas voir le résultat. On ne peut pas voir le résultat. Ça, c'est la première chose. Il y a la loi du miroir. Nous désirons beaucoup de choses. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas chercher le modèle et apprendre du modèle? Pourquoi jusqu'au leadership, quand un chef d'État s'installe, il veut détruire ce que l'autre a d'abord fait et puis avoir quelque chose de lui-même? Pourquoi on veut toujours créer au lieu de construire sur ce qui existe? C'est quoi qui nous inspire? Qu'est-ce qu'on veut? Qui a déjà ce qu'on veut? Pourquoi on ne peut pas apprendre de quelqu'un? Vous êtes quelqu'un de très influent en tant que blogueur. Moi, s'il fallait que je devienne un, je viendrais dans votre école. Mais comment est-ce que vous avez fait? Parce que vous avez déjà une clé qui peut ouvrir beaucoup de portes. Donc, ça, je pense que c'est la deuxième loi. Et maintenant, la troisième chose qu'il faut avoir, c'est pratiquer, c'est le temps. Les gens veulent le résultat instantané. Par exemple, si une femme, Philippe, une femme vient, ta femme te dit, je veux qu'on ait un enfant, mais je veux avoir l'enfant en un mois. Tu dis, ah, non. On attend 3 mois, parce que personne ne veut... 9 mois. 9 mois, oui. On attend 9 mois, parce qu'on ne veut pas un enfant prématuré. Donc, nous sommes frustrés, les jeunes, beaucoup de gens sont frustrés parce qu'ils veulent plus maintenant. Et quand tu veux maintenant, tu reçois quelque chose de prématuré. Quelque chose que tu ne peux pas utiliser et quelque chose qui peut te frustrer le reste de ta vie. Parce que quand tu prends un enfant à 4 mois, maintenant tu as un enfant qui n'était pas complet, sera malade tout le temps et puis ça ne donne pas. Donc, j'encourage et je pense que cette loi nous aide à comprendre qu'on doit prendre le temps. On doit prendre le temps. De bâtir. Pour bâtir quelque chose qui peut résister pendant longtemps et nous servir vraiment. La loi d'escalier, par exemple, nous démontre qu'il faut prendre une marche à la fois. Si tu essayes de violer la loi d'escalier, tu sautes sur 10 marches, 2 choses vont se passer. Tu peux atterrir là et résister avec beaucoup de trucs, ou alors te casser complètement. Et c'est ce qui est en train de se passer. Je pense que cette loi que j'ai partagée, ça m'aide beaucoup. Ce que je fais, j'aime bien faire et prendre le temps pour bien faire. Et je vais ajouter aussi quelque chose très très rapidement. Et aussi, il faut penser grand. Parce que parfois, on échoue parce qu'on n'a pas pensé assez grand. De telle sorte que quand l'adversité vient, ça ne vaut pas la peine. Mais quand on pense grand, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de rester éveillé et se former. Ça vaut le coup d'investir même son dernier penny. Ça vaut le coup de traverser l'adversité pour avoir ce qu'on veut. Et je pense que c'est la première chose que John m'a vraiment passé. Ça a beaucoup contribué à mon succès. Alors, aujourd'hui aux États-Unis, les choses se passent plutôt bien pour toi, dans 2 secteurs dans lesquels tu t'es diversifié. Et puis tu as ressenti le besoin d'aller en Afrique pour give back, pour faire aussi de l'entrepreneuriat localement. Déjà, pourquoi ce besoin? Et puis, qu'est-ce que tu fais là-bas? Déjà, en Afrique, Philippe, on a compris que si on veut un futur, il faut s'occuper de nos enfants. Il faut donner l'attention à nos enfants. Tu peux confirmer, nous sommes tous des parents, j'ai 7 garçons. Tout ce que je fais, j'ai toujours mes enfants en tête parce que demain, je ne serai plus là. Il faudrait que quelqu'un prenne le relais de tout ce que je suis en train de faire. Donc, directement, c'est capital pour moi le futur de mes enfants. Et je ne pense pas que c'est à 40 ans que mes enfants vont prendre conscience et commencer à se former, se dire, ok, maintenant il faut apprendre à se développer, il faut apprendre à développer son leadership, il faut apprendre à vraiment voir ce que je sais bien faire et ce que je ne sais pas bien faire. Donc, on a créé Alit Global, Alit Youth au niveau de l'Afrique pour amener les enfants africains, les rapprocher des enfants français, des enfants américains, des enfants chinois, des enfants indiens,
pour qu'ils grandissent dans un monde, ce monde qui est devenu un petit village. Et tu vois, quand nous sommes arrivés aux États-Unis, déjà moi j'étais tellement intimidé. Quand je voyais un petit enfant blanc, je croyais que non, il est différent, il est mieux que moi. Et puis j'étais intimidé. Donc ça a pris le temps de comprendre que non, je suis un être humain. C'est pas par ma couleur, mon accent que je suis mesuré, mais le contenu de la personne que je suis. Directement à l'Iglobo Youth, on a inséré ce programme pour accompagner les enfants, pour apprendre aux enfants, donner la possibilité aux enfants de faire leur découverte. Déjà, ce n'est pas un programme que j'ai créé, c'est un programme de la John C. Maxwell. C'est un programme qui existe depuis plus de 40 ans, que la John C. Maxwell utilise pour capaciter des grands leaders aux États-Unis aujourd'hui. Donc, c'est le même programme que nous avons déployé sur le sol africain pour pas seulement les enfants d'Afrique, les enfants du monde, pour les accompagner à déjà penser dès le bas âge comme des adultes. Penser comme des adultes avant de devenir des adultes. Regarder dans le futur, se comporter de telle sorte que ce qu'ils aimeraient avoir demain, qu'ils se préparent cela aujourd'hui. Est-ce que tu penses que c'est pour ça qu'en Afrique, on constate malheureusement qu'il y a très peu de fortune, dans le sens où en réalité une fortune est familiale. Une vraie fortune ne se bâtit pas en une génération. Les Américains sont champions pour ça. Colgate, la plupart des grands noms qu'on entend, ce sont les noms de famille qui sont là depuis plusieurs générations, McDonald's, ainsi de suite. Le nom reste, l'héritage est transmis de génération en génération. En Afrique, on a beaucoup de mal avec ça. Ouais. Je ne sais pas si tu as remarqué ça, mais j'ai remarqué que beaucoup de personnes en Afrique réussissent même parfois à être des exceptions dans leur génération. Mais quand ils partent, la fortune part avec eux. Est-ce que tu penses que c'est parce que les enfants ne sont pas préparés? Oui, en effet, je pense que c'est d'ailleurs le grand problème en Afrique. Je suis camerounais. Quand tu regardes le Cameroun, les grandes sociétés sont parties quand le leader n'est plus là, c'est fini. Même les petites et moyennes entreprises, les sociétés, par exemple de transport, s'il faut regarder dans le transport, j'aime beaucoup faire les recherches dans le transport. Quand vous regardez Binan Voyage, quand le leader est parti, l'agence est descendue. Il était le leader dans le transport. Quand on regarde Garantie, quand le père est parti, l'agence est descendue. Quand on regarde Tala Voyage, la même chose. Et puis je peux citer beaucoup d'autres entreprises. Pourquoi? Parce que quand le papa travaillait, le papa n'a pas pris le temps, parce que je ne peux pas juste accuser les jeunes là. Les parents n'ont pas pris le temps de préparer les jeunes. Ils ont plutôt donné la vie de Eldorado aux enfants. Ils ont envoyé en France, aller s'amuser, les week-ends en boîte, aller passer des vacances, mais ils n'ont pas travaillé dur comme ce leader. Parce que ce leader, leur succès, c'était le résultat du travail dur et puis d'une discipline. Donc, ils n'ont pas inculqué cela aux enfants. Ils ont donné la vie facile aux enfants, donc directement. Après, personne ne pouvait continuer. Donc, à l'Iglobo Youth, c'est déjà pour préparer les enfants. On demande aux enfants de ne pas jouer, mais être conscient. Être conscient. Nous avons vu dans beaucoup d'autres pays. Aujourd'hui, nous avons des jeunes comme Zahid, qui a moins de 15 ans, qui est en train de signer des contrats de millions d'euros en tant que footballeur. 15 ans. Alors que nos enfants de 15 ans sont en train de jouer au game. Les games qui enrichissent les Américains et les Chinois. Alors que les enfants américains et chinois ne sont pas en train de jouer au game. Donc, pour moi, c'est une révolution. Si on veut l'Afrique meilleure, si on veut garder l'héritage de la famille, on doit investir ou exposer nos enfants à leur futur et non juste l'éducation traditionnelle. Mais comment est-ce que c'est perçu? Puisqu'au final, on est quand même en Afrique dans une société très court-termiste. Les gens ont faim, les gens veulent manger, les gens veulent se vêtir. On doit envoyer les enfants à l'école. Je n'ai pas le sentiment que beaucoup de parents voient la nécessité de payer un institut qui va être en charge de bâtir des enfants dont on verra les résultats 15, 20 ans après. Comment vous faites pour convaincre les parents? Et est-ce que les parents adhèrent à ce nouveau message qui est un peu révolutionnaire? Je pense que les parents sont devenus très très conscients. Très très conscients. Avant, ils n'avaient pas d'option.
tout ce qui était, c'était bon. Tu envoies l'enfant à l'école publique pour étudier ce que les écrivains, peut-être français ou russes ou américains, pensent que c'est bien pour l'enfant. Maintenant, on vient avec quelque chose, on dit, mais attends, tu peux faire les deux. Apprendre, l'enfant doit manger après. Est-ce que tu peux aussi apprendre à l'enfant de cuisiner? Est-ce que tu peux apprendre l'éducation financière à l'enfant pour que l'argent seulement ne soit pas juste un truc pour dépenser? Directement, je pense que les parents ont le choix aujourd'hui. Prenons l'exemple de Francis. Francis s'est détaché de 24 millions de dollars. Pour beaucoup d'Africains, Francis Ngannou, le oui, champion MMA. Oui, oui. Et puis maintenant, on est en train de l'appeler pour beaucoup plus. Ah bon? Mais bien sûr. Pourquoi? Parce que ce sont des jeunes qui se sont battus avec le sport, mais ils ont préparé leur mind. Ce n'est pas le système qui les donne c'est pas c'était 24 millions sur 3 combats, hein, sur 3 ans, je pense. Non, c'était 8 millions de dollars par combat. 8 millions de dollars par combat. Alors que chaque combat, il peut amener 1 milliard de dollars. C'est vrai? Mais bien sûr. Bien sûr. Donc, tu vois, directement, nous avons des jeunes. Parce que beaucoup de gens ont parlé de ça quand même. Oui. Francis, comment il peut refuser 24 millions de dollars? Non, c'est parce que les gens n'ont pas compris. Francis est intelligent. Il sait que je viens avec 1 milliard par combat, c'est payer les pay-per-view dans le monde entier. Il n'est pas juste américain ou africain, non, c'est une affaire mondiale. Il est exposé devant 8 milliards de personnes. Donc aujourd'hui, les enfants doivent savoir leur valeur. Je pense que tu l'as aussi dit tout à l'heure. Les gens ne savent même pas se vendre, les gens ne savent pas combien ils doivent même demander. Parfois, si tu montres l'argent, 100 millions de francs et 50 millions pour un travail, les gens vont prendre 50 millions d'abord. Tu vois, c'est le mindset. C'est comme ça qu'on a été conditionné. On n'a même pas la possibilité de prendre ce qu'on veut. On a peur. Et c'est ce qui est en train de nous détruire vraiment. Donc, à Global Youth, là, on essaie de détruire les pensées limitantes à l'enfant. On veut préparer l'enfant pour que l'enfant soit prêt à s'envoler de ses propres ailes. Et non être conditionné par ce que la grand-mère est ou le papa, parce que le papa est échoué. J'ai un peu partagé mon histoire. Aujourd'hui, mon papa vit chez moi et je lui ai dit, oui, non, il vit avec moi depuis 12 ans. Mais il est éleveur. Je lui ai dit, mais papa, comme tu voulais l'élevage, maintenant tu vas faire l'élevage. Aujourd'hui, papa a plus de 200 bœufs. Donc, ce sont ses bœufs, ses chefs. Je lui ai dit, non, je veux 3. Je lui ai dit, non, tu vas faire 100. Je lui ai dit, non, c'est trop. Je lui ai dit, non, tu vas faire 100. Et il est confortable avec cela. Parce que avec son grand-père, il fallait avoir une chèvre. 2 maximum. Alors lui, quand il voulait 3, il était déjà très fort. Oh non, il était fort. Je lui ai dit, non, tu vas faire plus que ça. Donc, d'accord. Mais tu m'as dit un truc, par exemple, qui était très intéressant quand on discutait. Tu as pris un exemple personnel avec tes frères qui ont tous fait de grandes études. Oui. Qu'est-ce que tu as constaté avec ça? Non, après, tu vois, quand dans un domaine, quand tu n'as pas un domaine, déjà pour moi, je me dis il faut chercher ceux qui peuvent te compléter. Donc, ma première chose était d'envoyer tous mes petits frères, tous mes neveux, mais dans ma famille, jusqu'à les enfants de mes soeurs, tout le monde. Je les ai envoyés tous en allemand parce que je voulais qu'ils fréquentent, qu'ils soient très très bien. Tous sont finis, ils sont des grands ingénieurs, même des petits neveux, tous. Parce que j'ai mis tout le paquet. Mais ils n'ont pas la possibilité de s'en sortir. Mon petit frère, il m'a dit qu'il gagne 22 000 euros. J'ai dit, mais quoi? En Allemagne? En Allemagne, 22 000 euros. Un ingénieur. Non, il y a un problème. Je lui ai dit, mais j'ai des gars qui arrangent mes websites et ils prennent 30 000 dollars. Et c'est un travail de 3 jours. Comment tu peux gagner comme ça? Mais en effet, il donne la valeur de plus de 100 000 dollars par jour. Mais c'est le patron qui gagne, c'est pas lui. C'est pourquoi l'entrepreneuriat, il faut être une valeur pour ton environnement. La valeur que tu as, tu n'as pas besoin de vendre juste à un patron. Cherche le partenariat ou alors vas-y, serre une grande masse. Oui, serre une grande masse et tu gagneras beaucoup d'argent. Donc directement, non, moi je lui ai dit non, maintenant il crée des cliniques partout dans beaucoup de pays d'Afrique et donc il s'en sort beaucoup mieux maintenant. Il ne fait même pas ce qu'il a appris à l'école. Donc tu vois que
comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'approche qui change tout. Parce que ceux qui nous ont formés, ils voulaient qu'on les serve. Ils sont grands parce que nous sommes en train de les servir. Ils ne veulent pas le partenariat. Donc chaque enfant africain doit se développer ou bien s'ouvrir au niveau mondial. Pour compétir au niveau mondial. Comprendre les enjeux d'où va le monde. Oui. On va sortir bientôt de l'interview. Tu es aux États-Unis, tu voyages, tu vis en France, tu as de la famille en Allemagne. Est-ce que tu es optimiste pour l'Afrique? Honnêtement. Et pourquoi? Si tu es optimiste ou pas? Non, je pense que nous sommes en train de tourner à ce qu'on appelle l'Information Age. Donc nous sommes arrivés à l'âge où l'information est trop vulgaire maintenant. Et je pense que c'est très dangereux pour l'Afrique. Parce que l'information est très dangereuse. Quand la vraie conquête, c'est de donner la mauvaise information. Si je veux grimper sur l'immeuble qui est dehors là, et puis je mets l'échelle sur le mauvais mur, je peux aller très vite. Mais au sommet, je me rends compte que tout est erroné. Je pense que ce qu'on a besoin en Afrique aujourd'hui, c'est pas trop, comme j'ai entendu parler de ça beaucoup, c'est pas trop le goudron, les belles rues, et c'est pas trop les immeubles, c'est pas les salles de cinéma et tout cela. On doit changer le mind des Africains. On doit rentrer dans certaines valeurs. Hier, j'ai échangé avec mon petit frère par rapport à mon hôtel. On est dans un hôtel pas loin d'ici, presque 5 étoiles, mais la dalle est coulée, tu peux voir la dalle. Les fils se baladent partout. Et puis, les gars te chargent le prix comme ils veulent. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu as observé, Jacques? Il m'a dit, j'ai pas compris. Je dit, non, qu'est-ce que tu as observé dans ce hôtel? Ce gars, il a arrangé son hôtel comme il veut et il charge le premium de 5 étoiles. Il n'a pas caché les câbles et c'est même ce câble qui sont dehors qu'il prend. Il accepte les choses à son turn. C'est pas quelqu'un qui lui dicte ce qu'il doit faire. Et il fait ce qu'il pense que c'est ce qu'il doit faire. Donc, le modèle, on doit essayer on doit arrêter d'aller chercher le modèle, la référence ailleurs, pour venir aligner nos valeurs. Dis, bon, ceci est bon parce que telle affaire, tel autre pays, c'est ce qu'ils font, donc ça veut dire que c'est bon. Donc, je pense que c'est déjà ça. Et puis, se concentrer sur notre pépinière. On peut prophétiser pour le futur à partir des graines, à partir des enfants que nous avons aujourd'hui. Quelles sont les valeurs que nous sommes en train de passer aux enfants? Quelle est l'image du leadership que nous sommes en train de passer aux enfants? Je pense que c'est déjà ce qu'il faut que l'Afrique se concentre dessus. On doit essayer de nous capaciter pour résoudre nos propres problèmes et non aller importer la solution de l'extérieur. Donc on doit développer les entrepreneurs, les leaders au niveau local. Déjà, nous sommes en train de travailler pour le retour de l'intelligence de la diaspora. Parce qu'on a passé plus de 20 ans à l'étranger. C'est fini, on doit rentrer construire l'Afrique. Déjà, c'est pourquoi j'aime investir au pays. Mais en fait, déjà, je tiens à préciser que si vous êtes... Est-ce que ton académie forme des enfants au Cameroun? Vous ne formez qu'au Cameroun pour le moment ou c'est... C'est au Cameroun et puis dans tout le monde entier, parce qu'on a beaucoup de programmes en ligne. Ok, d'accord. Donc dans la barre de description, vous allez retrouver les informations pour pouvoir prendre les infos précises et voir si ça vous intéresse par rapport à l'inscription de vos enfants dans ce programme-là. Donc dans la barre de description, vous allez trouver toutes les infos. Aujourd'hui, tu as 7 enfants. C'était une volonté d'avoir autant d'enfants? 7 garçons. 7 garçons en plus. Ça tu ne choisis pas. Mais pourquoi avoir eu, excuse-moi, c'est une question un peu, mais pourquoi avoir eu autant d'enfants? C'est très rare de nos jours. À l'époque de nos parents, ça se faisait beaucoup. C'est vrai qu'aux États-Unis, il y a la démission quand même bizarrement de continuer d'avoir beaucoup d'enfants. Mais en Europe, ici, quand tu as 3 enfants, on considère que c'est une famille nombreuse. Donc, d'où te vient cette idée d'avoir, bon, c'est vrai que tu viens d'une famille nombreuse aussi. Encore pour revenir à la question précédente, tu vois, les gens nous disent ce qui est bien pour nous. Mais qu'est-ce qu'on pense que c'est bien pour
pense que aujourd'hui, avec mes frères, nous constituons une très grande force. Je ne veux pas avoir un enfant. Je ne veux pas avoir deux. Le problème, les gens disent non, mais c'est difficile de nourrir les enfants. C'est pas vrai. Tu peux témoigner. Vous avez grandi peut-être avec ta tante, Oui. cousin, tout ça, et c'était ça la vie. Je sais comment ça se passe en Afrique, et je sais comment ça se passe en Occident. J'ai beaucoup d'amis qui ont des très grandes fortunes, mais ils pleurent chaque jour parce que c'est la bonne qui doit hériter tout. Parce que ça sera la propriété du gouvernement après. Parce qu'il n'y a personne. On a grandi avec les chats, les chiens, les serviteurs. Je pense que la famille est quelque chose de très capital pour moi. Avec ma femme, je lui ai demandé si on pouvait faire 12 enfants. Je ne sais pas si ce sera possible, mais la famille est quelque chose de capital. Et surtout quand je regarde la vie de mon père, aujourd'hui, je pense qu'il est vraiment heureux. Pas à cause des immeubles qu'il avait, ou bien l'argent qu'il avait en banque, ou bien qu'il n'avait pas pour son champ de café et tout ça, mais à cause de ses enfants. Et nous, les Africains, on doit garder nos valeurs. C'est ça qui a fait de nous les Africains. C'est ça qui nous rend forts, on peut se souder. Donc, c'est la raison. Et je veux avoir beaucoup d'enfants. Bravo en tout cas. Ta réponse est très belle parce que tu as dit qui doit te dire ce qui est bien pour ta vie. Et ça, c'est vrai qu'on n'y pense pas. C'est la société qui nous dit que 3 enfants, c'est ceci, 4 enfants, c'est cela. Donc, est-ce que c'est ce qui est bien pour toi? Est-ce que c'est ce dont tu as besoin? Et c'est vrai que c'est important de rappeler ça. C'est nous finalement qui devons décider de notre vie et ne pas laisser les autres le faire à notre place. Mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur? Parce que maintenant, contrairement à avant, comme tu disais tout à l'heure, pour moi, tu étais un parfait inconnu. Personne ne te connaissait dans l'univers francophone, en tout cas. Et puis du jour au lendemain, on te découvre. Maintenant, tu commences à être visible. Tu passes sur certains médias. Déjà, pourquoi ce changement-là? Pourquoi maintenant tu veux être visible et commencer à communiquer autour de ce que tu fais? Et puis, c'est quoi tes projections? Comment tu te vois plus tard? J'ai beaucoup servi l'Amérique. Je suis américain, mais je suis africain. Donc, je pense que je dois servir l'Afrique, que ce soit créer des entreprises en Afrique, pour créer l'emploi et booster notre économie. Avant, on le faisait aux États-Unis, en Philippines et dans d'autres pays, là où on peut avoir la main-d'œuvre un peu moins chère. Je suis arrivé au stade de ma vie où c'est important. Ce que je suis ne sera jamais important pour moi comme ce que je peux rendre d'autres. Donc, directement, ce qui me plaît, ce qui m'arrange, ce qui me donne la satisfaction totale, c'est ce que je peux faire pour mes frères africains. Donc, c'est pourquoi nos entreprises, nos centres d'appel, des centres de formation, on a tout rabattu en Afrique. Et pour moi, c'est la fierté. Et déjà, j'ai un ami américain qui m'avait demandé, ça fait 4 ans en Floride, il m'a demandé, mais Raph, tu as beaucoup de succès, et puis il m'a dit, mais qu'est-ce que toi tu as fait pour l'Afrique? Qu'est-ce que tu fais en Afrique? J'avais dit, waouh. Donc, même après des années en tant qu'Américain servi, on me demande toujours, c'est comme quelqu'un qui me demande, mais attends, et tes petits frères étaient... Oui, puis on se demande, mais si tu viens de là et puis tu ne fais rien pour ton continent, tu ne fais rien pour ton pays, ça veut dire que, en quelque sorte, tu as trahi même ton pays, le pays qui t'a reçu sur cette terre, ceux qui t'ont encadré, protégé, et puis tu es devenu ce que tu es devenu. Tu dois, si tu ne penses pas à eux, c'est pas bien. C'est comme si tu as lâché tes parents après t'avoir donné la vie et t'encadrer. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est un défi, c'est quelque chose qui doit se passer. J'œuvre jour et nuit pour contribuer pour l'émergence de l'Afrique et capaciter les Africains. Déjà, la vision de Ali Global, c'est capaciter 2 milliards d'Africains en 20 ans. Par l'entrepreneuriat, on forme en entrepreneuriat et on accompagne. On forme en développement personnel. Chaque personne doit devenir la meilleure version d'elle-même.
tu dois être ce que tu veux manifester. Et puis en leadership, quels qu'en soient les acquis que tu as, si tu n'as pas la capacité de préserver ce que tu as, tu vas perdre. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire en Afrique. Et puis, c'est ça qui donne l'envie de vivre. Ouais. Yeah. Écoute, merci beaucoup, Raphaël, d'avoir fait cette interview avec nous. Juste pour sortir, je vais te demander peut-être de donner un conseil de fin à tous ceux qui t'ont découvert dans cette interview, qui ont aimé ce que tu as dit, qui ont peut-être été touchés. Qu'est-ce que tu veux leur dire pour partir? Ouais, ok. Toi qui es en train de m'écouter ou bien de me regarder, je pense que ça, c'était pas un hasard. Mon histoire peut-être t'a inspiré ou bien te challenger. Mais je veux te dire quelque chose. Tony Robbins m'a toujours dit, il m'a dit, Ralph, dans la vie de chaque personne, il y a deux choses qui se passent. L'information ne te changera jamais, mais ce que tu fais avec l'information, c'est ça qui te donnera un résultat nouveau. Prends des décisions à vivre intentionnellement. Ton passé n'a rien à y voir avec ton futur. Tes problèmes n'ont rien à y voir. D'ailleurs, tes problèmes t'ont rendu qui tu es aujourd'hui. Focalise-toi sur le futur, focalise-toi sur ce que tu veux avoir et non ce que tu ne veux pas avoir. Parce que c'est comme ça que tu pourras manifester ce que tu veux. Et je pense qu'à très bientôt, Philippe nous invitera encore et puis on pourra partager plus. Mais je crois en toi et tu es un champion. Merci beaucoup. Là, c'était le coach en développement personnel qui a pris le dessus sur ta conclusion. Mais merci beaucoup, Raphaël, d'être venu nous voir. Et n'hésite pas, quand tu repasses en France, ou alors c'est vrai qu'on va aux États-Unis tous les ans, pas au Texas. Non, il faut venir au Texas. Généralement, je m'arrête à New York, mais ouais, pourquoi pas. On verra bien, parce qu'il y a aussi effectivement de la diaspora là-bas qui a voulu investir au pays. Donc, en tous les cas, merci beaucoup, Raphaël. Non, beaucoup de courage à toi. Merci. Et j'espère qu'on aura encore l'occasion de te revoir prochainement pour d'autres projets. Bien sûr. À très bientôt. Merci.